Bonjour à toutes et tous, bienvenue à nouveau sur le plateau TV Bruit pour l'émission Article 35 qui a lieu ici à Grenoble dans le cadre des universités d'été des mouvements sociaux et citoyens. Nous allons traiter pour ce premier sujet aujourd'hui un module qui a lieu aujourd'hui, depuis 9 h ce matin, qui se termine à 16 h, qui est un module sur l'ère de la post-vérité, ce qu'on nous donne à croire. Et j'accueille pour en discuter, j'ai à mes côtés Marie-Vonne Holzem de Sciences Citoyennes et Bernard Salamande, délégué général de Ritimo. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, voilà, on entend beaucoup parler de cette idée de post-vérité qui finalement participe en fait de la désinformation des citoyens et qui est un instrument finalement utilisé par les lobbies, le populisme ou différents mouvements complotistes pour manipuler et fabriquer l'opinion. Est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, Marie-Vonne, reposer des bases un petit peu de définition de cette notion de post-vérité pour clarifier les choses? Oui, bonjour. Écoute, la post-vérité, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. C'est une période et c'est important de définir, de ne pas avoir peur de parler de vérité. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce matin, parce que qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui d'essayer en commun de définir des objectivités, des vérités partagées face auxquelles nous sommes responsables. C'est excessivement important étant donné, comme tu l'as dit, la conjugaison de plusieurs facteurs. Alors on est face à un réchauffement climatique, il y a le populisme politique, il y a du complotisme, et donc on est dans une ère où il y a brouillage des pistes alors qu'il y a une information pléthorique. Et les vérités scientifiques, qui ne sont surtout pas, qui ne tombent pas du ciel, qui ne sont pas intangibles, sont la possibilité de partager, de reconnaître les faits de ce monde qui nous est commun pour pouvoir agir. C'est donc pas quelque chose du 19e ou du 18e siècle, et c'est pas de la morale, c'est quelque chose de totalement nécessaire, de partager des vérités et d'ouvrir aussi par là même la possibilité de controverse. Parce que s'il n'y a plus de vérité, si on ne s'appuie plus sur quelque chose, on ne peut pas dire notre point de vue par rapport à quelque chose. Et donc c'est aussi la source de la responsabilité et de la liberté. D'accord. Et finalement, justement, face à cette perte de repères totale, Oui, qui semble être quand même quelque peu organisée, comment dire, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Quelles sont les perspectives pour essayer de faire reprendre cette responsabilité à tout à chacun? Alors la première la perspective, la vérité prend l'escalier là où la post-vérité, le mensonge et la foutaise prend l'ascenseur, quoi. Et donc c'est vrai que je dis prendre l'escalier parce que c'est marche à marche, et c'est par la culture scientifique, tout domaine des sciences confondues, que l'on peut construire dans le monde de l'éducation, dans le monde de la recherche, avec les médias et ensuite la société tout entière, des objectivations, des objectivités que l'on partage et qui permettent de mettre un terme, ou tout au moins de pallier contre la désorganisation qui n'est pas seulement orchestrée, qui est là aussi, alors si on prend l'exemple de l'industrie du tabac, pour organiser la cécité des pouvoirs publics, pour retarder les prises de décision. On le voit avec le glyphosate, on l'a vu avec les cas de fraude scientifique ou le cas de lobby sont légion. Et donc, c'est pour pouvoir œuvrer pour une société citoyenne, et c'est le but de notre association, et donc mettre en place une éducation à la pensée critique qui déserte l'école, qui déserte l'université. Et voilà, c'est le but de la journée, c'est de pouvoir faire quelque chose ensemble avec Ritimo, les Petits Débrouillards et d'autres. On a fait circuler une feuille, on espère bien que cette journée se poursuivra, sera suivie des faits. Voilà.
Oui, justement, vous venez de le souligner, cette impériosité d'une formation à la pensée critique, non seulement des jeunes, mais aussi des plus anciens, et donc de cette importance de l'éducation. Et là, je vais me tourner vers Bernard, par rapport justement à Ritimo et tout le travail que vous faites sur, justement, l'éducation aux médias et à l'information, par rapport à la construction de l'information ou de la désinformation, à la fabrique de l'opinion. Vous, par rapport à cet atelier et à cette question, quelle est votre position et quelles sont aussi les perspectives pour essayer de pallier à ces difficultés qui sont rencontrées? L'apport qu'on a fait pendant ce module, c'était un atelier pour se rendre compte de comment fonctionne le système de l'information. C'est-à-dire quels sont les acteurs qui sont en jeu et comment une information se fabrique, comment elle est perçue de différentes manières, etc. Donc ça va au-delà de l'éducation aux médias proprement dite, même si les médias sont évidemment un des maillons importants de ces questions-là, mais ça va jusqu'au consommateur, à l'émetteur, à la source, à la donnée, aux médias qui ne sont pas reconnus comme tels, que sont les GAFA notamment, etc. Et c'est notamment un petit jeu. On a tout un tas d'outils pédagogiques qui peuvent être utilisés par des animateurs. L'objectif est de faire prendre conscience de la complexité de ce système informationnel sans forcément désigner des bons, des méchants, des retors et des bienveillants, mais plus montrer que le système informationnel lui-même, qui est censé décrire la complexité du monde aux citoyens, il est lui-même complexe, il est lui-même composé de forces qui ne vont pas toutes dans le même sens. Et commencer à comprendre ça, c'est déjà faire un grand pas sur une capacité critique à faire le tri dans les informations, le flux d'informations qui arrive jusqu'à soi, trouver ses sources et éventuellement en changer, les critiquer. Donc les notions de pluralisme des médias ou des sources d'information qu'on utilise en tant que citoyen ou individu dans le collectif, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'au départ, nous, on est axé sur la solidarité internationale et on cherche à valoriser des informations qui ne passent pas la rampe des médias mainstream parce qu'elles émanent de groupes qui n'ont pas la puissance ou qui n'ont pas l'intérêt habituel que porte l'information spectacle. Et donc, c'est des informations qui sont très pertinentes pour faire avancer les droits, par exemple, sur des gens qui sont très intéressants et dont on pourrait partout dans le monde reprendre le type d'activité, mais qui sont très peu connus parce que très peu médiatisés. Donc c'était notre rôle au départ. Et puis arrive effectivement maintenant les notions de post-vérité, c'est-à-dire on confusionne entre le fait et la croyance, et puis la croyance c'est quand même plus confortable, donc c'est là qu'on va, et comme on peut ne pas être contredit par des médias ou des médiateurs, eh bien on se tient parfois beaucoup à la croyance, c'est ce qui permet à toutes ces rumeurs de se propager et à des formes de vérité de moins facilement émerger pour construire les opinions. Merci beaucoup. En tout cas, pour conclure, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que justement cet engouement, si je puis dire, par rapport à ce problème de post-vérité, là, est-ce que ça ne serait pas justement un outil qui serait instrumentalisé par les pouvoirs politiques de façon à créer du doute, comme vous l'avez souligné, mais également à poser finalement le terreau vraiment fertile à une période obscurantiste? Est-ce que ce ne serait pas là l'enjeu principal contre lequel on doit tous se lever? Ah, tout à fait. Alors, le problème de la période obscurantiste, c'est que elle est. Alors, on a à l'échelle de l'Europe effectivement des identitaires et avec une culture communautariste qui associe la vérité à sa communauté, le point de vue de la vérité de ma communauté, et puis vous pouvez faire autre chose, la notion de droit de l'homme n'existe plus puisque à chacun la sienne, etc. Et alors se rajoute à ça le problème de ce qui dirige aujourd'hui notre monde libéral, c'est-à-dire qu'il y a besoin des sciences de manière compétitive et des liaisons avec les techniques, c'est-à-dire c'est la technoscience qui met au secret un certain nombre d'informations et le secret des affaires. De ce point de vue-là, cette même technoscience avec ces mêmes lobbies qui organise le doute, c'est-à-dire qui retourne l'activité scientifique contre elle-même et en disant le maître mot, et c'est ça qui est très dangereux, c'est de faire que la vérité soit quelque chose de relatif, à chacun sa vérité, hein. Or la vérité n'est pas quelque chose de relatif, elle ne dépend pas ni
ni de moi, ni de toi, ni voilà. Et c'est quelque chose d'objectif que l'on doit chercher à tendre vers. Et le problème de faire de la vérité quelque chose de relatif, c'est que si tout se vaut, rien ne vaut. Alors on nous parle beaucoup de valeurs, nous on y tient aux valeurs, mais aux valeurs avec un S, pas à la valeur de la marchandise. Et le problème, c'est qu'avec notamment la loi qui vient de passer sur le secret des affaires, eh bien ça va entraver, parce que ça criminalise les gens qui mettent sur le devant de la scène d'autres paroles, même si celles-ci sont fondées. C'est-à-dire que c'est à nous toujours de faire la preuve des malversations. Tout à fait, voilà. Merci. Pour terminer, Bernard, tu évoquais justement ce pilier justement de cette post-vérité qui est l'émotion. Qu'est-ce que le conseil finalement qu'on aura à donner à tout public, un jeune, vieux, peu importe, par rapport justement à cette instrumentalisation de l'affect, qu'est-ce que ce serait ? Mais déjà, donc, de prendre conscience qu'une information, elle est fabriquée, elle arrive par des canaux jusqu'à soi, et qu'on l'a choisie parce qu'on nous conseille de la lire ou de l'entendre. C'est pas quelque chose qui s'impose forcément, qu'on a encore un choix là-dedans, et dans la forme où on la reçoit, c'est-à-dire avec un esprit critique, et dans la forme où on l'a choisie pour soi-même. Et moi, le seul conseil qu'on donne, nous, vraiment, c'est soyez curieux, en fait. On a aujourd'hui des outils techniques qui nous rendent le monde très, très facile d'accès. Il faut chercher pour trouver des sources différentes. La pluralité, elle se cherche. Et une information monolithique, quand bien même ce serait une bonne information, ce n'est pas forcément à souhaiter. Et d'ailleurs, la loi fake news qui est encore en discussion, qui peut avoir de bonnes intentions, va avoir des effets extrêmement négatifs là-dessus parce qu'elle baisse le pluralisme. De ce point de vue, c'est surtout ça, c'est-à-dire que vous êtes maître de la façon dont vous vous informez. Sachez que des fois, on veut vous mentir, mais que en étant vous-même curieux et critique, vous trouverez les moyens de vous informer correctement. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas à vous et bonne poursuite de module donc en salle B102. B102 cet après-midi. Merci. Merci beaucoup.